merci d'être là ce soir, d'avoir bravé les épreuves pour arriver jusqu'ici. Ça me touche énormément. J'ai choisi cette journée du 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes. Tous les mots comptent triple, pour lancer l'école des femmes dirigeantes, 3 petits points, de leur vie. Voilà. C'est le deuxième livre donc, que je présente sur la question des femmes, du féminin, de la place des femmes dans leur vie personnelle, professionnelle, sociétale, familiale, relationnelle, de couple, enfin bref, les femmes sous toutes leurs facettes. Le premier livre, c'était Femmes-S. Ce livre, je l'avais écrit à la sortie de mon expérience professionnelle au sein des grandes organisations. J'avais très envie d'écrire un livre sur justement comment est-ce que, en tant que femme, on peut exprimer toutes nos dimensions, quelles qu'elles soient, avec cette infinie combinatoire possible. Et j'y avais mis aussi beaucoup d'expériences personnelles, en fait, et ce qui m'avait aussi amené à avoir ces changements de vie et également ces décisions de vie dans le passé, parce que j'y parle aussi de la manière dont j'ai entamé ma vie personnelle et professionnelle quand s'est posé à moi le fait de me marier, avoir des enfants, entamer une belle carrière, faire une thèse en parallèle, etc. Donc la question pour moi, elle s'est posée assez rapidement, vers 27-28 ans. Et j'avais vraiment très envie d'en témoigner. Donc, le premier livre est plutôt un essai témoignage de ma part, mais également témoignage de certaines femmes que j'ai interrogées. D'ailleurs, pas mal de femmes du cercle des gens bien et bienveillants, dont nous sommes les hôtes aujourd'hui. Donc, merci à Alexandre, voilà, qui n'a pas pu rester à la conférence là, puisqu'il donne à manger à Gabin. Hein, là, on sait tout de suite que c'est un homme -S, du coup. Et on en a 2 autres ici. Marc, merci d'être là, vraiment. Ça me touche énormément que tu répondes à l'invitation à chaque fois que je t'invite. Donc, vraiment, c'est super chouette. Et puis, Evan, qui est le bras droit d'Alexandre et le neveu. Et merci à toi aussi d'être là pour avoir organisé et faire en sorte que cette soirée soit un bon moment partagé aussi ensemble. Voilà. Alors, ce deuxième bouquin, il est plus incisif. C'est plus un manifeste, c'est vraiment un encouragement. J'ai eu envie d'essayer un ton un peu plus incitatif pour les femmes à vraiment prendre leur vie en main et à faire ce qu'elles veulent vraiment de leur vie. Parce que j'ai une conviction profonde, c'est que si on veut vraiment, et c'est ce mot-là qui est important, eh bien, on peut déployer tous les projets qui sont importants pour nous. Après, il est question en fait d'acquérir des outils, de jouer avec la temporalité, d'apprendre à faire aussi avec nos émotions, nos différentes émotions. Mais je crois vraiment profondément que c'est possible. Et donc, je veux que les femmes, d'une certaine manière, ferment cette question-là de la possibilité. Est-ce que je peux? Mais plutôt ouvrent la possibilité de est-ce que c'est souhaitable pour moi? Et si c'est souhaitable pour moi, si je réponds oui à cette question-là, à ce moment-là, alors la question après, c'est comment je peux? Comment je peux? D'accord? Et ça, c'est un truc qui m'est venu. Alors, un jour où j'étais à Dubaï, alors, je dans mini d'être à Dubaï, quelle horreur. Voilà. Mais bon, il se trouve que. Voilà, je vous donne des excuses. Allez. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. Bon, il se trouve que je suis allée régulièrement à Dubaï depuis 15 ans pour des raisons familiales. Et en tout cas, la dernière fois où vraiment cette idée de est-ce que c'est possible? Oui, ça, il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Mais est-ce que c'est souhaitable? Eh bien, c'est sur une des branches de la palme à Dubaï, donc cette île artificielle dessinée en palme, que j'avais vue en miniature, en présentation dans un hôtel en 2004. Hein, on va faire une île artificielle. Et alors, en 2004, on parlait déjà d'écologie, hein, mais on n'était pas aussi sensible que ça. On ne s'est pas du tout offusqué en disant « mais quelle idée !» Enfin, tous les journaux n'ont pas dit « mais quelle idée, qu'est-ce qu'ils font à Dubaï, n'importe quoi, machin, machin ». Les gens disent « ah, une île artificielle à Dubaï, c'est dingue ». Et après, ils veulent faire le monde. Donc, tout le monde était plutôt en train de regarder ça avec des yeux écarquillés.
Et donc, on regardait ça avec mon mari. Il était déjà annoncé que Beckham allait acheter sa maison là, machin. Enfin voilà, c'était un truc pour les millionnaires, quoi. Et en 2021, en juin 2021, j'ai un séminaire entrepreneurial. Le gars qui organise ça décide de le faire à Dubaï. Et avec les copains entrepreneurs avec qui je pars, on loue une maison sur la Palme. Donc, ce petit machin de Playmobil là, que j'avais vu 10 ans plus tôt, je me retrouve dedans avec mes copains. Alors déjà, ce n'était pas un truc de millionnaire, hein, parce que je vous annonce, je ne suis pas millionnaire, pas du tout. Et je me suis dit, OK, donc, ce n'est pas un truc de millionnaire, donc déjà, tu n'as pas besoin d'en être là, donc c'est possible. Et puis, les mecs, là, ils ont fait ça, mais ils ont fait aussi un hôtel au bout, là, qui pèse des tonnes, et donc qui est monté sur une île artificielle, qui elle-même, tu ne sais pas sur quoi elle repose. Et donc, tu te dis, mais en fait, ce n'est pas une question de est-ce que c'est possible, là, qu'on se pose. C'est est-ce que c'est souhaitable, en vrai. Est-ce que c'est souhaitable que je sois là, dans cette maison Voilà, peut-être pas. Et maintenant, je travaille beaucoup là-dessus avec les femmes qui viennent dans l'école, dans le programme, parce qu'elles veulent plein de choses, mais on fait le ménage. On fait le ménage entre ce qu'elles veulent vraiment et ce qu'elles veulent parce qu'on leur a mis dans la tête que c'était bien d'avoir ceci, cela. Voilà. Et parfois, c'est super et on va vers des grandes ambitions, mais on va d'abord chercher au cœur de l'oignon ce qui est vraiment important pour elles. Donc, cette première question, qui je suis, qu'est-ce que je veux? Et une fois qu'on a ça, OK, comment j'adopte une posture qui va me permettre de m'aider à y aller et d'y aller surtout, et ça c'est le plus important, en alliant le résultat et le bien-être. Moi, je sais que sur ces deux plateaux de la balance, j'ai longtemps oublié le bien-être. Donc, résultat, 4 enfants, thèse, promotion professionnelle, bidule chouette, et colère, frustration, enfin, voilà, violence, hein, voilà, pas sympa avec les enfants, bidule chouette. Et vraiment, quand j'ai compris que si je voulais mener mes projets de la meilleure manière possible, il fallait que j'ai mes deux plateaux de balance bien solides et que le bien-être, ce n'était pas un truc de oui-oui, bisounours, comme parfois on me le disait quand j'occupais le poste de responsable de la qualité du travail et de la prévention des risques psychosociaux dans une grande entreprise. Il ne vous a pas transporté aujourd'hui, j'en suis désolée. 1 sur 4, c'est pas mal déjà. Ouais, j'ai entendu en réunion, bon, Ida, à la fin, hein, parce que philosophie, on a des trucs importants, hein, on a des chiffres, on a des performances, on a les départs des trains, on a des trucs. Et en fait, du coup, je me suis dit, bon, moi, ça ne me va pas, parce que moi, ça ne me va pas de faire des trucs qui ne sont pas, voilà, qui sont pas bien, compétents, machin, tout ça. Donc, je suis retournée faire des recherches sur, mais c'est quoi le bien-être, en fait? Est-ce que c'est vraiment mettre de la peinture rose sur les murs? Parce qu'à l'époque, on avait eu un grand plan. Tous les établissements avaient acheté de la peinture rose sur les murs et avaient peint, voilà, des pièces de tisanerie. Donc, c'était super. Il y avait du thé, là, comme ce soir, et des murs roses, et tout va bien pour la qualité du travail. Et je me suis dit, non, ce n'est pas ça, donc il faut que j'aille chercher. Et donc, je suis allée chercher ce que dit l'Organisation mondiale de la santé à ce sujet. Et elle dit un truc très simple, hein, le bien-être. Alors d'abord, la santé, c'est la santé physique et psychique. Hein, et ça, elle le dit vraiment très clairement maintenant. Et le bien-être, la santé psychique, c'est 3 choses. C'est être dans sa force, ce qu'on sait faire, ses valeurs. D'accord? Et donc, sentir que chaque jour, on peut être le plus proche de cet endroit-là. C'est contribuer à des projets, se sentir utile, et c'est appartenir à des collectifs avec qui on peut échanger, partager affectivement, émotionnellement et intellectuellement. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, on va travailler sur ce triptyque-là et on va vraiment travailler avec les femmes à poursuivre les objectifs qu'elles veulent pour elles, vraiment, et leur permettre de rétablir leur bien-être sur ces trois dimensions. Voilà. Et pour ça, on passe par la méthode que j'avais découverte dans ma thèse, comme quoi tout sert toujours à un moment. À un moment donné, je me suis demandé vraiment pourquoi j'avais fait cette thèse, mais comme quoi finalement, tout finit par... Mon grand-père m'avait dit, parce que j'ai raté médecine, alors je balance ce soir, mon grand-père m'avait dit, tu as eu ton doctorat, c'est ce qui te sauvera. Je suis sauvée. Voilà. Donc, cette thèse finit par servir à quelque chose. Je trouve dans cette thèse ce qui permet à des managers et à des équipes, précisément,
d'obtenir leurs résultats tout en ayant des équipes qui déclarent se sentir bien au travail. Je me suis dit, mais c'est super. C'était quoi déjà les 6 piliers? Je retourne sur ma thèse et je trouve les 6 piliers 3R cadeaux dont je parle. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, vous en entendez parler. Donc, la responsabilité, la reconnaissance, la relation qui nous donne le cadeau de la communication, de la possibilité de s'accompagner et de se développer tout au long de sa vie et la possibilité de s'organiser, d'avoir une vision et donc de faire les choses pas à pas pour obtenir nos résultats. Et finalement, c'est ça que je délivre dans le livre. Je le développe beaucoup plus que dans Femme-S, où je terminais Femme-S par cette proposition de méthode. Et là, on a une première partie du livre qui est plutôt incitative, manifeste, et une deuxième partie du livre qui est plutôt méthodologique, où là, je donne beaucoup plus de clés sur finalement comment faire pour prendre sa place à sa juste valeur, à sa juste compétence, avoir cette audace, etc. Voilà. Alors, ici, on est l'hôte du Cercle des gens bien et bienveillants. Vous êtes plusieurs du cercle à être là. On est également l'hôte d'Alexandra Lecard. Alexandra Lecard a fondé ce centre dans lequel vous êtes aujourd'hui, où j'ai la chance de pouvoir exercer depuis 3 ans. Donc, j'ai été en consultation ici, je prenais des consultations, je recevais des patients dans le bureau d'à côté pendant les 3 dernières années le mardi. À partir de maintenant, je serai là quand j'aurai des demandes pour faire des bilans de haut potentiel, des bilans cognitifs. Et je serai là également pour faire des ateliers, des conférences comme on peut faire ce soir. Voilà. Alexandra et moi, c'est une rencontre incroyable sous un parapluie. En 2018, on va toutes les deux à l'inauguration de l'association de l'association française de psychologie existentielle qui a été montée par un de mes jurys de thèse, Jean-Luc Bernot. On est invités toutes les deux, on ne se croise pas du tout pendant toute la soirée. Et je vais prendre mon Uber, il pleuvait comme aujourd'hui. Et voilà, et donc j'attends. Et Alexandra également attendait son taxi. Et nous voilà donc en train de partager un parapluie et à parler. Et elle me dit, je vais faire un truc génial, ça va être un centre à Paris, il va y avoir des psys de toutes les couleurs, parce que la psychologie, on ne le sait pas, on a souvent l'image que c'est les canapés. D'ailleurs, il y a un très beau canapé dans mon bureau. Mais on ne voit pas tout ce que font les psychologues en dehors de ça. L'image répandue, c'est un peu difficile d'avoir une image. Si vous demandez à Candide ou à moi ce que c'est qu'un psychologue, eh ben, on aura une définition tout à fait différente de ça. Moi, personnellement, j'ai fait de la psychologie dans des tableaux Excel pendant presque 10 ans. Donc, ce n'est pas tout à fait ce qu'on imagine. Hein. J'ai fait des maths, j'ai fait des statistiques. Voilà. Donc, je n'ai pas vu beaucoup de gens sur des canapés. Il n'y a que depuis 3 ans que je parle à des gens sur des canapés. Avant ça, je parlais avec eux avec un ordinateur, des tables statistiques et normatives et un tableau Excel. Donc, vous voyez, on ne sait pas ça, forcément. Donc, elle est partante pour un truc avec des psys qui utilisent des tableaux Excel, des psys qui utilisent des canapés, des psys qui utilisent des instruments de musique et tout ça. Et donc, elle dit qu'elle va monter ce centre. Et je lui dis, bah, écoute, moi, je crois quitter cette grande entreprise qui ne vous a pas amené aujourd'hui jusqu'ici. Et ça m'intéresse. Donc, voilà, échange de cartes. Et voilà comment je me suis retrouvée ici. Donc, je voudrais aussi les saluer, les remercier parce que c'est un endroit où je crois on se sent tout de suite bien quand on arrive, voilà, et qui est précieux pour moi pour vous accueillir. Voilà. Alors, un peu plus précisément sur le bouquin. Le livre démarre par cette phrase de Coco Chanel, « Ne débarrassez pas la table, à moins que les hommes ne se lèvent pour le faire aussi. » Voilà, signé Coco Chanel. Alors, je ne vais pas aller plus loin sur des thématiques tâches ménagères, introduire des solutions miracles comme Thermomix, réunion Tupperware. On ne va pas faire une réunion Tupperware ici. Hein. Pas ce soir. Mais simplement, mine de rien, ces quelques mots, ils s'accordent d'abord complètement avec un premier constat, qui est que finalement, grâce aux victoires féministes, et c'est la bonne journée pour en parler, du siècle dernier, la femme d'aujourd'hui, nous, on bénéficie de droits qu'on n'avait pas il y a encore 50 ans, 60 ans, 1965, exactement. Voilà.
Donc 1965, autorisation de travailler sans l'autorisation de nos maris et d'avoir un compte bancaire sans l'autorisation de nos maris. 58 ans, c'est quand même pas hyper loin, en fait, hein, à l'échelle de l'humanité. Hein. La contraception, le droit à l'avortement, etc., etc. Donc, grâce à ces combats-là, on peut dire qu'aujourd'hui, on jouit, ou en tout cas, on a, je ne sais pas si on en jouit encore, mais qu'on a en tout cas les mêmes droits que les hommes. J'ai appris cet après-midi, est-ce que vous savez combien de pays ont l'égalité juridique entre les hommes et les femmes dans le monde? J'ai appris ça cet après-midi. Ouais. 10. Il y a 10 pays dans le monde, donc nos deux mains. 10 pays dans le monde qui ont l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. C'est hallucinant. Hein. Et autour de ce livre, je parle beaucoup aussi du fait, du coup, en tant que femme française, d'honorer, en fait, le terreau qui est le nôtre. Parce qu'on peut se sentir vraiment frustré, empêché. Moi, ça a vraiment été mon cas, et notamment quand j'ai écrit le premier livre, j'avais vraiment ce sentiment d'empêchement. J'étais vraiment en train de casser, de péter un plafond de verre, parce que, je vous rassure, hein, il y en a plein, des plafonds de verre. Donc, une fois que vous en avez pété un, vous avez celui d'après. C'est intéressant. Et celui d'après, et celui d'après, et celui d'après. Mais j'étais vraiment en train de péter ce plafond de verre et je sentais que c'était tellement dur et parfois, j'étais ingrate en fait. J'étais ingrate et voilà, j'étais vraiment dans l'injustice, pas normal. Hein, et en fait, vraiment, je pense qu'on peut partir plutôt du constat inverse, qui est que le terreau est fertile. Alors, je l'ai quand même écrit dans Femmes, à un moment donné, quand même, je peux travailler la question. Et du coup, j'ai pu, à un moment donné, vraiment me réancrer dans cette réalité-là, qui est qu'on a cette possibilité, j'ai pas envie de dire chance, en fait, ce n'est pas une chance, c'est une possibilité, on a cette possibilité en France de s'ancrer dans un terreau qui est fertile. Alors parfois, ce n'est pas parce qu'on a mis une graine dans un terreau fertile que ça pousse, on a besoin d'aller voir la lumière dans un angle, dans un autre, d'arroser, comme ci, comme ça. D'accord. Et ça, c'est justement tous les processus d'accompagnement, de créer son réseau relationnel, etc., qui peuvent le permettre, d'apprendre, hein, de développer ses connaissances aussi. Mais en tout cas, le terreau, on ne peut pas dire autre chose, il est là. On peut se présenter aux élections, on peut aller se défendre, on peut faire une réunion comme ce soir où on est en train de parler de ces sujets-là. N'importe qui peut le faire, en fait. Enfin, voilà, j'en suis la preuve vivante, moi, je suis n'importe qui, en fait. Voilà. Et donc, mon idée, c'est vraiment de dire, OK, allons honorer ça en tant que femme française, parce que quand on le fait pour nous, on le fait pour les autres, pour toutes les copines, là, pour toutes celles qui sont autour de nous, et on le fait aussi pour les femmes qui, dans d'autres pays, en fait, peuvent s'appuyer là-dessus pour dire, non pas qu'elles veulent arriver comme nous tout de suite, mais dire, ça existe en fait, donc je peux avoir cette lueur-là, je peux ouvrir cette porte. Et et c'est vraiment des choses qui sont là sous nos yeux quoi, depuis le confinement. Alors, il y avait j'en parle dans le livre, un journal américain qui a titré assez vite, hein, en 2021, le fait qu'on avait reculé de 30 ans par rapport à la place des femmes dans le monde avec la pandémie. Donc, d'une génération. Alors, pourquoi, hein? Tout simplement parce qu'aux États-Unis, en septembre 2021, il y a plus de 200 000 femmes qui ont démissionné de leur job. Okay. Alors, il y a aussi des hommes qui ont démissionné. Ça a été cette grande démission dont on a parlé. Il y a aussi des hommes. Mais il y a eu surtout 200 000 femmes et on est allé leur demander pourquoi. Parce qu'on s'est dit, c'est la grande démission. Ils ont écouté Beyoncé ou Rihanna ou je ne sais plus qui avait dit foutez-vous le camp. Je ne sais plus, elle avait lancé un message et puis tout le monde, on avait dit, mais ce n'est pas possible quand on est artiste, on ne peut pas lancer des messages comme ça parce que c'est une trop grande responsabilité. Vous vous rappelez de ça ou pas? Bon, vous irez voir, je ne sais plus qui c'est, si c'est Beyoncé ou Rihanna qui avait fait une chanson et disait, bon, libérez-vous, quoi, libérez-vous tout. Et donc, voilà. Mais cette grande démission, elle n'est pas liée que à la chanson, donc. Elle est liée surtout au fait qu'en septembre 2021, les familles se sont dit, comment on fait? On va être reconfinés, comment on fait? Et qu'on s'est dit, toi, tu es la maman, tu sais mieux faire l'école à la maison que le papa. Voilà. Alors, bonjour. Alors moi, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas fait l'école à la maison en 2020. Nada, rien. Ah si, pardon, 15 minutes. 15 minutes, ça a fini dans un état proche de l'Ohio. Donc, je peux vous dire, je n'ai pas fait l'école à la maison et je ne pense pas du tout être, voilà, parce que je suis la maman, être la bonne personne pour faire ce genre de choses. Voilà. Donc, recul de 30 ans, recul de la place des femmes.
recul du droit à l'avortement, si on parle là des États-Unis, plus d'école pour les petites filles en Afghanistan, pas la possibilité pour les femmes iraniennes qui ont envie et qui ne peuvent pas, pour celles qui le veulent. Bref, voilà. Donc, bénissons ce terreau qui est le nôtre et honorons-le, au moins pour soi-même. Je veux dire, voilà, on n'est pas non plus obligé de porter un message, mais voilà, de déjà pour soi-même, surtout si on a des rêves et des envies, et ben de pouvoir justement se permettre. Voilà. Et l'autre question du coup qui m'est venue avec cette phrase de Coco Chanel, c'est finalement pourquoi diable continuons-nous encore à débarrasser? En fait, c'est comme si, et ça c'était une sociologue pendant le confinement qui avait titré comme ça, mais c'était vrai déjà avant, alors c'est bien que le confinement fait remonter la mayonnaise, mais enfin, ce n'était pas une nouveauté. Elle avait mis cette phrase que j'aime beaucoup, les femmes vivent la vie des femmes des années 50 avec un travail en plus. En fait, on n'a pas du tout réorganisé la vie familiale, de couple, domestique. Alors, un petit peu, les hommes mettent un peu plus la main à la pâte. Tu es marié avec un homme extraordinaire, je le sens. Alors, voilà, il y a des magnifiques hommes-S et nous en avons 2 spécimens, plus un en train de donner à manger à Gabin autour de nous. Donc oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des stats. Et on doit quand même voir que, par exemple, pendant le confinement, 40% des hommes ont eu un lieu dédié pour travailler pour 25% des femmes. Alors, moi, les statistiques, ce n'est pas une détermination. C'est que les statistiques, et d'ailleurs, ce n'était pas une détermination non plus pour Bourdieu. Et je vais le dire, parce que c'est ce qu'on ne vous dit pas à la fac. Et ça m'énerve, qu'on ne dise pas la deuxième partie à la fac sur ce qu'a dit Bourdieu. Les statistiques, c'est une photo, à un moment donné, c'est ainsi. C'est comme ça, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et à partir du moment où on sait que c'est comme ça, on peut agir. Et on va faire bouger les statistiques. Il y a des lois qui sont en train de se mettre en place, notamment la loi Rixin, qui va permettre à plus de femmes de prendre des postes de direction. Attention à la double peine. Donc là, pour le coup, j'avais titré dans LinkedIn, le plafond de verre a explosé, attention aux débris. C'est-à-dire que si on ne travaille pas sur ce qu'on se dit là, c'est-à-dire les femmes vivent la vie des années 50, la vie des femmes des années 50 avec un travail en plus, on va se retrouver avec des gens qui vont être en train de pédaler dans tous les sens. Je prends le poste de direction et en plus, bah non, il n'y a rien qui a été réorganisé au niveau sociétal pour garder mes enfants, faire mon ménage, enfin l'intendance quoi, globale de ce que c'est que d'avoir un foyer. Le mari, bah, si c'est les mêmes rythmes de travail pour les hommes que ce qu'ils ont connu jusqu'à présent, bah, comment ça marche à un moment donné, à 20 heures autour de la table des décisions. Donc, mon idée, c'est vraiment de dire maintenant, et je continue ma métaphore ménagère, on est à table ensemble, Jusque-là, on a été invités. Et comme des invités, depuis les années 70, on s'est conformé. Je crois que vous faites tout ça. Moi, je ne suis pas très, très bien élevée, mais globalement, j'essaie de ne pas ouvrir les placards quand je vais chez les gens, sauf quand je vais chez Candide. Je me mets même à ranger la vaisselle. Je sais pas ce qu'il m'a pris l'autre jour. C'est très bizarre, mais j'ai fait ça. Et après, je dis à Candide, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Je suis en train de ranger tes trucs. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Mais bon, globalement, je ne fais pas ça, sauf quand il m'arrive un truc dans mon cerveau. Voilà. Et donc, voilà, on s'est bien tenu, en fait. On s'est bien tenu. On s'est habillé pareil. Voilà, on a fait tout bien pour être accepté. D'accord? Bon, OK, au démarrage. Hein, pourquoi pas? Mais peut-être qu'au bout de 40 ans, 50 ans, on peut se dire que cette table, elle appartient, on n'est plus d'invités, on est peut-être des copropriétaires maintenant. Et donc, je crois qu'on est vraiment arrivé à un moment hyper important de l'histoire de la place des hommes et des femmes dans la société, de l'organisation du travail, de la vie du travail, etc. Bon, enfin, voilà, ce qui se passe aujourd'hui, ces 2 derniers jours, ces dernières semaines, etc. On est dans cette transformation du travail. Il va y avoir plus de changements dans les... En fait, entre 2020 et 2030, hein, les prospectivistes le disaient déjà en 2018, il va y avoir plus de changements qu'entre 1980 et 2010. D'accord? Plus de changements au niveau des métiers, au niveau de la digitalisation, etc. etc. Donc,
Tout ça va se transformer et donc nécessite qu'on s'assoie ensemble autour des tables de négociation, des décisions, et qu'on crée ensemble ce système pour que les femmes n'aient pas une double peine de cette opportunité qui leur est donnée, à la fois celle finalement de subir un rythme de travail totalement inadapté à l'écologie personnelle et familiale, enfin bref, tous les autres pans de la vie en fait, et aussi la double peine pour celles qui n'ont pas envie, parce qu'on a quand même le droit aussi de pas avoir envie de prendre ses responsabilités, et bien de se voir reléguée en disant bah, Martine, tu ne veux pas le poste de directrice de marketing? Ah, bah, c'est ballot. Parce qu'en fait, nous, si tu ne progresses pas dans l'entreprise, ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est un vrai travail au niveau managérial, RH, de comment est-ce qu'on conçoit la carrière. Pour les hommes et pour les femmes, on pourrait très bien aussi avoir. J'ai Martine, donc du coup, j'ai Marc qui vient comme prénom. Donc voilà, donc Marc, qui n'a pas envie non plus de devenir directeur. Et ça a toujours été un problème dans les organisations. C'est ceux qui voulaient rester des experts, et ben, progresser dans la carrière comme ça, pendant que ceux qui évoluent hiérarchiquement évoluent dans leur carrière comme ça. Et moi, ça fait 15 ans que j'entends comment est-ce qu'on fait pour valoriser la carrière des experts? Bon, bah, c'est peut-être le moment de se poser vraiment la question. Voilà. Donc, mon livre, il est vraiment une incitation à tout ça. Et pour les femmes, il y a quand même aussi un autre sujet, et ça, Anne-Valérie le dit très, très bien dans la préface. Elle dit il y a le fait aussi que ce plafond de verre, il est à l'extérieur de nous, mais il est aussi à l'intérieur de nous. Voilà. Et c'est qu'est-ce qu'on fait péter à l'intérieur de nous qui nous entrave, qui nous empêche. Et donc là, je reviens aussi à Bourdieu, mais aussi à notre copain Freud. Oui, nous avons un inconscient qui nous détermine, nous avons des conditions sociales qui nous déterminent, mais, et c'est ce qu'on dit les deux, et c'est ce qu'on oublie de nous dire, Freud a dit plus vous vous connaîtrez et plus vous pourrez débusquer l'inconscient et le faire remonter, plus vous aurez la main sur ce qui vous a déterminé, sur vos héritages, sur vos situations personnelles, votre histoire, et plus vous vous libérerez. Voilà. Donc c'est ça qu'a dit Freud. Freud n'a pas dit vous avez un inconscient, vous êtes foutu, c'est terminé. Il n'a pas dit ça. Il a dit vous avez un inconscient, ça c'est un fait, c'est ce qu'on a découvert. Par contre, si vous travaillez dessus, vous avez la possibilité de vous libérer. C'est ce que dit Sartre aussi dans la psychologie après existentialiste, philosophie existentialiste, etc. Et Bourdieu, il a dit la même chose sur le social. Voilà, il y a des déterminismes sociaux, il y a de la reproduction sociale, mais plus on connaît ces mécanismes-là, et plus on peut également sortir de ces mécanismes. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de permettre aux femmes de prendre conscience que ce changement qu'elles aspirent pour elles, et qui peut être un changement parfois qu'elles projettent sur l'extérieur, eh ben, c'est d'abord un changement qu'elles vont avoir à opérer à l'intérieur. C'est en changeant cette perception des situations qui leur arrivent, des situations dans lesquelles elles sont, dans les situations parfois de blocage, d'empêchement, d'embouteillage, hein, notamment quand on est dans la 30-45, là où on a et enfants, et carrière, et ceci, et cela, et famille, et parents parfois à s'occuper. Donc, comment est-ce que dans cet embouteillage, on peut adapter notre réponse en ayant une nouvelle conception des choses et voilà. Il est donc grand temps que les femmes bousculent leurs convictions, leurs certitudes. Je peux vous dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Vous savez sans doute, je fais de la pub Facebook, donc je touche très large. Et il y a des commentaires. Je vous assure que les convictions, les héritages, les empêchements, ils sont profonds de chez profond, y compris chez les femmes qui ont des positions importantes dans les organisations et qui subissent mais vraiment leur vie, en fait, et qui se sentent empêchées, entravées, et qui pensent que ce n'est pas possible que ce soit autrement. C'est surtout ça, en fait. Parce qu'elles se sentent empêchées, entravées, etc. Mais c'est surtout la fermeture sur l'idée que c'est possible que ce soit autrement. Et donc, j'essaie aussi un peu de titiller, de bousculer au travers de ce bouquin. Et d'ailleurs, dimanche, aux clientes, donc celles qui sont déjà dans le programme de l'École des femmes inspirantes, je leur disais, en fait, il s'agit pour les femmes de devenir des adultes. Et je leur, et je leur ai dit, est-ce que ça pique? Elles ont fait, wow, ouais, ça pique un peu. Je dis, moi aussi, quand j'ai vraiment quand j'ai eu cette prise de conscience qu'en fait, j'étais en train
de devenir adulte, parce qu'en fait, ça veut dire quoi être adulte? Ça veut dire être capable de prendre en charge les situations qui m'arrivent là, et que peut-être jusqu'à présent, même si j'avais 38, 39, voilà, aujourd'hui 42 bientôt, j'étais pas en train d'avoir une posture d'adulte. J'étais soit en train d'avoir une posture d'enfant dépendant, victime parfois, rebelle, d'accord, ou parfois une posture de professeur, parce que j'ai quand même besoin de reprendre le dessus, donc c'est moi qui ai raison. Et en fait, c'est pas ça être adulte. Adulte, c'est prendre la situation telle qu'elle est, essayer de poser des actes, assumer les résultats de ces actes, quels qu'ils soient bons ou mauvais, et avancer pas à pas. Donc l'invitation, c'est aussi de faire en sorte que ces femmes puissent devenir des adultes en étant capables de créer des solutions, des moyens. Je vais vous lire ce passage, parce qu'il est directement extrait, il a été lu par Anne Valérie ce matin dans la visio, ça m'a beaucoup touchée. Nous ne sommes pas petites, vous avez des ressources, du potentiel, des compétences. Honorons-les, activons-les, et si nous ne savons pas comment faire, demandons, faisons-nous aider, ne restons pas seuls et isolés, rejoindre les autres femmes, suivre celles qui ont déjà fait le pas. Je ne vous parle pas de devenir une personne austère, mais plutôt de commencer à devenir actrice et créatrice de votre vie. De ne plus être en situation de dépendance vis-à-vis de l'extérieur, d'être capable de vous créer des solutions, des moyens à la hauteur de vos ambitions et de votre potentiel, de prendre des risques mesurés, raisonnables, mais qui vibrent avec ce que vous voulez pour vous-même dans votre présent. Cela passe d'abord par une profonde connaissance et reconnaissance de soi et de ses besoins. Se reconnaître, c'est arrêter de se mettre des œillères et de se faire croire que tout va bien quand rien ne va. Don't worry, be happy, dit la chanson. Oui, et je dis aussi qu'il est urgent que les femmes se fassent aussi du souci pour elles. Se soucier de soi, c'est se reconnecter à son feu intérieur. C'est vous brancher sur toutes vos dimensions, vos émotions, vos forces et vos faiblesses, vos valeurs et vos rêves, vos besoins et vos désirs, et y répondre pour incarner votre propre modèle de vie, celui qui reflète exactement la personne que vous voulez être. Tout est en vous. Laissez-moi vous donner les clés. Voilà, et j'espère que la suite du livre en donne pour peu qu'on soit OK pour essayer, en fait. Après, elles sont entre nos mains. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Nous avons un peu de temps, donc ce que je vous propose, c'est aussi d'échanger à partir de ce que je viens de vous proposer là, et puis après, voilà, de boire le verre de l'amitié, comme on dit, et puis si vous avez envie de vous procurer des livres, eh bien, je suis là aussi pour vous, et voilà, et pour échanger. Comment ça résonne? Je me questionnais sur le fait de devenir adulte. J'ai un rapprochement assez clair. On dit aussi que c'est quand tu pardonnes à tes parents, quelque part, et que tu prends une place, tu vois, ben voilà, de te parenter toi-même, je disais. Mais je ne sais pas si ça fait écho, mais il y a ça. Puis la responsabilité que ça implique, le 100% responsabilité qui est souvent un peu... Ça pique, ça, parfois, mais il y a quelque chose à faire autour de ça. Et pas juste le pratiquer mentalement, mais dans le concret. Voilà. Et quoi d'autre qui me vient sur l'identité, sur le fait que tu disais on a tout en nous, et le fait c'est de développer aussi ce qu'on veut, qui on est, s'aligner au maximum. Je sais pas, ça me touche ça, c'est pertinent. Sur le deuxième point, c'est Sartre qui dit la liberté, c'est de faire avec ce qu'on nous a fait. Et je trouve ça très beau. En fait, on n'a pas besoin d'être libre s'il n'y a pas d'entrave. D'accord? On n'a pas besoin de liberté s'il n'y a pas d'entrave. Donc, la liberté, elle naît de la contrainte, en fait. Ça, je trouve ça très intéressant comme idée. Et je ne l'avais pas complètement conscientisé comme ça dans le premier livre, où j'avais écrit un chapitre qui s'appelle « Ce qui m'a empêché m'a libéré ». Et voilà, et aujourd'hui, c'est vraiment très, très clair qu'en effet, la liberté, elle naît de la contrainte. Sinon, il n'y a pas besoin, en fait, de liberté. D'accord? Et donc, sur ce dernier point, en effet, c'est un chemin, c'est une quête, et je crois que c'est juste le parcours, en fait, de notre existence, tout simplement. Sur le point de la responsabilité, moi, ce qui m'a beaucoup réconcilié avec la responsabilité, c'est
Michel Butor. Alors, je ne sais pas exactement qui est Michel Butor, hein, je ne suis pas une spécialiste de Michel Butor, mais il se trouve que c'est lui qui a dit ça à la radio un jour sur France Inter et que j'étais en train d'écouter. Et il parlait de ça. Et il dit, le truc tout bête, en fait, il reprend simplement l'étymologie du mot. Il dit, la responsabilité, c'est quoi? C'est l'habilité à répondre. Ah, intéressant. Et en fait, moi qui venais d'une entreprise où la question de la responsabilité était vraiment un sujet très, très important. Dans les entreprises, il y a beaucoup de sécurité. On est très, très, très à cheval sur ces questions-là. Et à force, en fait, il y a un glissement qui s'opère, du coup, entre la responsabilité et la culpabilité. Du coup, plus personne voulait être responsable de rien, parce que si je suis responsable, je suis coupable. Et ça, c'est très triste, en fait, parce que du coup, ça confond deux notions dont on a absolument besoin de manière distincte. Voilà, on a besoin de savoir où est-ce qu'on est habile à répondre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le responsable. Appelez-moi le responsable, appelez-moi celui qui est en mesure de répondre à la situation, en fait. D'accord? Et pour autant, on n'est pas nécessairement coupable. Hein. Et après, on fait un peu des statistiques très, très élaborées. Hein. On fait un croisement des deux dimensions. Et donc, on peut avoir plein de cas de figure. On peut être responsable et coupable pas coupable et pas responsable. Voilà. D'accord? Et je ne sais pas le dernier parce que du coup, j'ai perdu. Et exactement. Et ben oui, parce qu'en fait, Fabius n'était pas coupable d'avoir mis le VIH dans les. D'accord? C'est pas lui qui est venu un soir, vous voyez, dans l'hôpital pour empoisonner les gens. Par contre, il était responsable en tant que ministre de s'occuper de la situation et de répondre à la situation et donc de faire en sorte. Donc, c'est ça sa phrase, en fait. Je suis responsable, je ne suis pas coupable. OK? Après, c'est au juge de dire. Mais en tout cas, c'était sa posture de défense. Voilà. Et ça m'a énormément libérée de cette pression sur la responsabilité. Et au contraire, ça a ouvert, du coup, un truc incroyable. Ah ouais, en fait, OK, je peux apprendre, du coup, à devenir habile. Voilà, je peux apprendre des choses, sans doute, pour répondre mieux à certaines situations. Comme quand on est enfant, finalement, on passe par des apprentissages et on devient habile à lire, habile à... voilà. Et ouais, et de plus en plus responsable. Voilà. Et le premier point que tu as dit, j'avais aussi envie de dire un truc. Ouais, et ben Papa Freud. Qu'est-ce qu'il dit Papa Freud sur quand est-ce qu'une thérapie est terminée, quand est-ce qu'une psychanalyse est terminée? C'est quand on est en effet réconcilié avec son histoire et qu'on a réintégré son histoire. La schizophrénie, vous savez, c'est le truc qui coupe. Hein, c'est quand on n'est plus capable en fait d'intégrer toutes nos facettes contradictoires. Et le schizophrène, parce que c'est notre ami Enzo qui m'avait interrogé là-dessus dans la bulle, en me disant mais c'est pas un peu schizophrène tout ça, toutes ces facettes là que tu veux vivre et tout. Et j'ai dit attention, on est tous pleins de conflits, de facettes, de paradoxes. Et on devient schizophrène quand on ne sait plus les allier, les intégrer ensemble. Hein, et que tout est séparé. Schizo, c'est la séparation. D'accord? Donc, notre rôle quand on est en santé, c'est justement d'intégrer tout ça, de pardonner, voilà, et de reconnaître son histoire. Et en effet, voilà. Mais je sais que tu... Oui, oui, je sais. Candide a des photos de Freud sur tous ses murs. Elle a même un papier peint Freud. Voilà. Sigmund, si tu m'entends. Non, mais il y a une notion qui est essentielle, c'est le faire avec. C'est faire avec. Et ça, à partir du moment où tu arrives à faire avec, c'est OK. C'est ça, cette idée d'assumer dans la posture d'adulte, en fait, d'assumer, je vais faire avec, donc je vais répondre à la situation, et après, je vais faire avec le résultat. Voilà, c'est bon. Si tu me laisses longtemps, je peux continuer. Voilà. Alors, on vous écoute. Non, mais oui, mais c'est cette notion de faire avec qui est essentielle. C'est toujours ça, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on en fait et comment on fait avec ce qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ce mec qui ne débarrasse pas la table? Qu'est-ce qu'on fait avec cette table qui n'est pas débarrassée? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ouais, il fait ses valises. On met les valises sur le plancher. Non. J'ai eu faire une amie à moi et elle, en fait, elle faisait tellement qu'il n'y avait plus rien. En fait, elle allait au-devant de tous les besoins et de son mari et de ses enfants et c'est tellement intégré, c'était tellement automatisé chez elle qu'il n'y a aucune place nulle part
pour que Michel se bouge et fasse un putain de truc à la maison. Donc, j'étais... Et c'est aussi ça, l'invitation du bouquin, c'est aussi de lâcher les capes et les shorties de Wonder Woman, hein, de sortir d'une posture d'héroïne qui est magique. Hein. L'autre jour, je lisais un truc, il y a une coach qui propose un défi, là, 15 jours pour prendre soin de soi. Et alors, les commentaires en dessous, c'était ah ouais, quand je pense que ce soir, il y avait un côté un peu, d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, hein, le côté je suis concernée, moi, je suis occupée, je suis important, tu vois. Voilà, moi, je suis important. Et donc, c'est une posture féminine, c'est une posture aussi de notre société. Hein. Globalement, il faut courir dans les couloirs avec l'air concerné. Tu vas à la photocopieuse, tu vois, c'est hyper grave, quoi. Tu vois, genre, non, mais là, je suis photocopieuse, quoi, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu vois, oui, cette espèce de sketch qu'on joue, enfin, c'est hallucinant, quoi. Et moi, je dois à mon ami Benjamin Brun, qui n'a pas pu venir ce soir, que j'aime, voilà, je t'enverrai le replay, parce que je le cite dans tous mes bouquins. Donc ça, c'est mon grand copain de fac. On était copains comme cochons, on est toujours copains comme cochons. Et on était ensemble à Air France stagiaire. Et à 14h, quand on retraite déjeuner, il me dit, moi, j'ai des trucs importants à faire. Prenez un cahier. Et il se baladait dans les couloirs avec son cahier comme ça. Voilà, ça lui permettait de prendre l'air, mais prendre l'air concerné par la situation. Non, mais là, non, mais là, voilà. Et il partait comme ça un quart d'heure, ça lui permettait de faire le tour du couloir, sans que personne l'emmerde, finalement, tu vois, parce qu'il avait l'air concerné. Et en fait, j'ai vu que c'est ça qu'on faisait en vrai. Des fois, on remplit tout et du coup, si tu rentres pas. Non, mais moi, 10 ans plus tard, je n'étais pas en train de jouer, en fait. Je faisais ça, vraiment, en fait. Et donc, quand j'ai repensé à mon Benjamin, parce qu'en plus, c'est lui qui m'a dit viens à la SNCF, donc il était SNCF lui aussi, je l'ai appelé, je lui ai dit tu le crois que je suis en train de jouer le truc de. Mais je ne suis pas en train de jouer, je suis en train de le faire pour de vrai. Et ça, c'est écrit dans le livre. Parce que lui, il m'a rendu un service de dingue. Il m'a rendu ce service de dingue qui m'a permis de ne pas complètement me confondre dans ce rôle et de dire bon, attends, en fait, là, il faut quand même que je fasse un petit truc. Et il m'a permis un autre truc, et ça, c'est lui et mon mari. Quand justement, j'ai eu à choisir sur toutes les dimensions et que voilà, je venais de me marier avec Riyad, on voulait faire plein d'enfants parce que voilà. Et, et que Air France me dit bah, vous voulez continuer, on va faire un grand projet d'accompagnement managérial et puis du coup, on veut un doctorant sur le sujet, donc vous faites votre thèse, on vous embauche et tout ça. Et ouais, mais moi, j'ai envie d'avoir un bébé dans un an, comment je fais et tout. Riyad, mon mari, il m'a dit signe, on verra bien, on va se débrouiller. Ok, génial. Et il a été là, et il est là sur tout. et Benjamin, donc mon pote, mon poteau, m'a dit, mais vas-y, quoi, t'as rien à faire. Quoi. Je dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est vraiment important de se poser cette question-là, quand on hésite, en fait. Au pire, qu'est-ce qui se passe? Au pire, je me serais honorée, et puis ça n'a pas marché. Au pire, j'aurais appris des trucs. Au pire, je me fais virer, on me met au placard, ce qu'on a tenté de faire quand je suis revenue du congé mat. Et ben, on trouvera d'autres solutions, et puis finalement, on finit par y arriver, quoi. Voilà. Donc, ouais, la réconciliation et sortir de sa cape de Wonder Woman pour devenir ce terme qui n'est pas très joli, mais que je trouve assez adapté, une badass. Je ne connaissais pas ce terme. C'est plutôt des copines trentenaires qui... Je ne sais pas, Inès, tu es à fond avec badass ou pas? Tu connais? Voilà. Ben, moi, je ne connaissais pas trop et j'ai côtoyé des entrepreneurs trentenaires qui disaient tout le temps ça. Moi, je suis badass. Ouais, c'est quoi une badass? Alors, je suis allée sur Internet et donc, c'est des héroïnes qui, contrairement à Wonder Woman, qui est en mode je sauve le monde, je m'occupe de tout et tout ça, sont dans le service qu'elles se rendent pour elles-mêmes et pour les causes auxquelles elles croient, en fait. Voilà. Et donc, c'est des femmes beaucoup plus engagées et qui mettent plutôt le curseur pour ce qui est important pour elles. Voilà. Et pas pour plaire, pas pour faire plaisir. Voilà, pour défendre des choses auxquelles elles croient profondément. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voulez soulever dans nos propos là, de ce soir? Peut-être Rime. Mais Rime, il faut que je remette mon... Et Stéphanie aussi. Alors attendez, si vous parlez, il faut que je mette mon... Et je fais translation. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, Rime, Stéphanie? Elle dort.
Je ne sais pas. Je n'ai pas leur. Vous m'entendez? Non, Ah, non, si, ça non, y est. Ah, non. on dort pas, Non, faut elle le dort temps pas. Elle dort d'activer pas. le Non, 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 faut non. le Elle temps est excitée d'activer comme le une puce. micro. Non, je Non, plaisante. peut-être pas vu mon état physique, mais merci Ida Oui, de pardon, m'avoir Aurélie, envoyé excuse-moi. Bah, de merci à m'avoir toi envoyé le lien. Je me d'être suis là. connectée de la voiture du coup Alors attends, je vais au faire un truc retour. dingue. Un truc de fou, un truc moderne. Vas-y voir. Tu m'entends là? Ouais. Ouais, tout le Tout le monde monde entend. entend. Super. Tout le monde entend. Bon, super. Voilà, je trouve. Bon, moi je dirais, Ida, bon, j'ai entendu tout ce que tu as dit et je te rejoins, mais pour moi, ça, c'est pas seulement lié à la femme, c'est de l'affirmation de soi. Alors, c'est Mm, sûr que compte tenu de notre histoire, de nos cultures, etc., les femmes ont mm. peut-être tendance à moins s'affirmer que les hommes. Mais voilà, savoir ce qu'on veut, faire avec ce qu'on a, affirmer ce qu'on veut, voilà, pour moi, c'est de l'affirmation de soi et ça peut aussi s'appliquer aux hommes, à part que les hommes, ils sont peut-être moins nombreux à devoir se battre pour le faire, compte tenu C'est de très clair. l'histoire. C'est très clair. En venant, j'ai entendu les résultats de l'Observatoire justement sur la mixité, etc. Les filles déclarent dès la sixième qu'elles n'ont pas confiance en elles et qu'elles n'ont pas confiance dans le fait que l'année va bien se passer. Pas les Ouais. garçons. Ouais, Nous sommes plus diplômés à tous les niveaux, hein. Alors ça, j'avais la statistique globale de l'INSEE en tête, parce qu'en 2020, quand j'ai vraiment commencé à travailler sur ce sujet, je voulais vraiment avoir des repères. Et ça, donc, c'est toujours le cas avec ce que j'ai entendu tout à l'heure sur France Inter. 48% de diplômés de femmes, tout diplôme confondu, 38% des hommes. Et comme c'était une statistique globale, je suis toujours un peu embêtée avec cette stat, parce que je me dis, ouais, mais si ça se trouve, c'est 48% de diplômes, peut-être Bac plus 2, Bac plus 3, mais pas Bac plus 5, Polytechnique, etc. Non, les femmes sont plus diplômées que les hommes dans tous les domaines. Voilà. Après, de là où elle se dirige moins, et aussi pour des questions de confiance en elle, c'est sur les filières scientifiques. Les seules filières scientifiques vers lesquelles elle s'oriente, c'est les filières médicales. Plus de femmes que de garçons. Maintenant, dans les filières médecine. Et donc, on a ce problème que dans la tech, en effet, et un métier sur 3 dans les 10 ans à venir seront des métiers de la tech, des métiers scientifiques. Et là, on n'a que 30% des filles qui s'y orientent. Mais quand elles s'y orientent, elles sont meilleures que les hommes. Ah oui, c'est des bonnes élèves, hein. Elles sont en mode bon élève. Hein. Donc, on a quand même, et en effet, je te rejoins complètement, Rim, on travaille sur de l'affirmation de soi. Hein, c'est le socle de qu'est-ce qu'on est en train de travailler comme caractéristique personnelle. On est en train de travailler ça. D'accord ? Et cette caractéristique personnelle, aujourd'hui, c'est plus les femmes qui ont besoin de la travailler que les hommes. Parce que les hommes, ils ont un héritage aussi. Et l'héritage de confiance. Je disais l'autre jour, moi, je suis parisienne. Quand j'ai passé mon permis de conduire, j'habitais dans le 13e. Quand j'ai passé mon permis de conduire, la grande truc, c'est passer la place d'Italie. D'accord ? Placer la place d'Italie, voilà. Bon, ok, c'est pas évident, mais moi, j'habite Paris depuis, voilà, la place d'Italie, je la passe avec mes parents depuis 150 000 ans. Bon, bah, le jour où je suis sur la place d'Italie, on m'a dit qu'il fallait que je me mette comme ça, je le fais, je le fais. Le jour où j'ai un copain de Pornichet, hein, parce que je vais beaucoup à Pornichet, qui arrive à Paris. Déjà, il arrive à Montparnasse, il voit le couloir là, avec le machin qui fait 40 mètres de tapis roulant et des machins qui clignotent partout. Il était comme ça. Oh, c'est très sollicitant quand même. Hein. Et alors, quand je l'ai emmené sur la place d'Italie, alors là, panique à bord. Mais oui, parce que voilà, c'est une question de neurones. Hein. C'est une question de comment notre cerveau est habitué et a donc créé ces connexions neuronales depuis l'enfance, mais pas que depuis l'enfance. Hein. Je vous rappelle qu'on vient, j'ai visité des grottes préhistoriques pendant les vacances là, de février, on vient de là et notre cerveau, il s'est amélioré au fil des millions d'années d'évolution humaine. Et bien voilà, c'est pareil. Donc, on a besoin de faire travailler notre cerveau, de s'habituer à des choses dont on a moins hérité et on a besoin de ça. Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. Hein. Et qu'elles ont un plus petit cerveau. Hein. Je ne suis pas en train de dire ça. Hein. Non, mais au cas où.
au cas où, comme je faisais une comparaison sur l'évolution. Voilà. Je me dis, il y a peut-être un terrain glissant sur le truc. Non, c'est bon, tout va bien. Pas de spoiler, alors. Ouais. Donc, le fait de s'affirmer, c'est mal vu pour, entre guillemets, genre, qu'est-ce qu'elle fait là? Hystérique, c'est là. Et je trouve que c'était intéressant aussi ce que tu disais sur l'évolution. Effectivement, on est en France, on a déjà de la chance, on est dans la locomotive. Ouais. Et il faut que la locomotive continue à avancer pour que le wagon derrière et les choses peuvent avancer. Mais c'est ça. C'est ça. Honorer ce qu'ont fait nos grands-mères et nos mères pour nous et emmener nos filles, nos garçons. Et nos garçons. Voilà, et nos garçons. La responsabilité. Bien sûr. Donc, qui débarrasse la table ce soir? Naël, qui débarrasse la table ce soir? Voilà. Merci à vous. Je vous propose qu'on prenne un petit temps ensemble. Merci beaucoup, Rim. Merci beaucoup, Stéphanie, d'avoir été là. C'était un vrai plaisir. Je vous dis à très bientôt. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes mes amies Hélène, Candide, tout le monde. Je connais tout le monde quasiment ce soir, donc c'est cool. Vous boirez des petits verres à ma santé. Voilà. Avec joie, Stéphanie. Voilà, et je dis à très bientôt à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup.